Salut, salut, recoucou à toutes celles qui étaient dans mon live du mercredi du Wakanda de ce matin où on a parlé des abus dans les familles africaines et pourquoi est-ce que ce sujet est tabou. Je vous ai fait part de différents reportages, différents cas d'abus familiaux et j'ai également fait part de ma propre expérience story time et on a traité de ce sujet. C'était un sujet extrêmement lourd à traiter mais des fois il le faut. Je rappelle que dans ma newsletter qui va bientôt sortir pour les fêtes de Noël, je mettrai en place énormément de podcasts où on traitera de tous les sujets tabous en rapport avec la communauté noire. Voilà. Donc, alors, mes chéris, tout d'abord, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Merci de m'avoir choisi pour faire de moi l'une de vos youtubeuses préférées. Merci également à tous ceux qui me font des dons dans mes lives. Voilà, je vous le dis déjà en live, mais je vous le redis ici. Merci à mes membres Youbist et à mes membres Platine qui ont souscrit à un abonnement sur ma chaîne, me permettant ainsi de vivre de ma passion qui consiste à mettre ma bouche dans les histoires des people. Et ce matin, il y a quand même pas mal d'infos assez intéressantes dans le monde des people. On va parler de plusieurs choses. On va parler de Just Pyramid et Emma Cakeup. Emma Cakeup, elle a frappé fort. Elle a fait mettre en prison la femme de son ex Just Pyramid. Voilà, c'est dit, c'est dit. Il y a également Sarah Frézou qui a expliqué un petit peu, qui nous a un petit peu débriefé son passage chez le psy, ok. Et il y a une autre info que j'ai complètement oublié de mettre dans le titre, et je vais rectifier ça, ok. C'est comment elle s'appelle la nana comment on les appelle là, Love is Blind France. Love is Blind France, là. Il y a un gossip qui vient de sortir concernant Love is Blind France. Attendez. Love is Blind France. Vous savez que je n'ai pas regardé cette émission. Hein. Voilà. Je n'ai pas regardé, mais j'ai eu à traiter certains des sujets en rapport avec ça. Et là-dedans, il y a Alice qui parle de Jonathan. Voilà, il me semble que c'est Jonathan. Non, c'est Jonathan, hein, c'est ça, hein, c'est Jonathan. Est-ce que je peux retrouver une photo de ces deux zouaves et surtout de lui? Ah, voilà. Bon, voici franchement, j'ai du mal à m'y faire. Quand je suis... Bon, moi, je ne suis pas la télé-réalité. Du coup, les noms, les machins, j'ai beaucoup de mal. Donc, elle s'appelle Alice. Apparemment, c'est une Asiatique. OK, qui s'est mis en couple avec un faux gentil. Apparemment, il y en avait beaucoup hein, dans Love is Blind, beaucoup de mecs complètement starbés, là, des manipulateurs pervers narcissiques qui se sont retrouvés dans Love is Blind. Donc, elle accuse Alice, Jonathan, d'être un pervers narcissique, un gars qui lui a fait une misère pas possible. OK, donc, on va parler de ces deux-là. Elle a posté sur ses réseaux sociaux les différentes phrases assassines que ce timbré, merci ma chérie Aquaba pour ton don, merci beaucoup. Elle a balancé toutes les dingueries que le gars lui disait pendant leur relation. Le gars est fou, le gars est fou. Et vous savez, ça me rappelle, il me semble que j'avais vu un extrait de son interview à celui-là, où il disait, oui, avant de rentrer en date avec elle, il parlait de Cynthia, je lui ai demandé si elle avait réglé tous ses traumas, parce que moi, je veux pas d'une femme qui a plein de traumas. Mais c'est lui le trauma. C'est lui le trauma, en fait. Le trauma, c'est lui. Vous savez, les fameux « mon ex est folle », on est dans ça. On va parler de Nabila qui a réagi à la polémique de la vidéo qu'elle avait faite, où elle disait que Thomas, ce n'est pas un homme-femme qui s'affiche sur les réseaux. Apparemment, cette phrase-là n'a pas beaucoup plu à beaucoup de TikTokers, et du coup, elle s'est justifiée. On parlera de Yasouk, une influenceuse qui vit à Dubaï et qui est accusée de pratiquer de l'esclavage sur sa femme de ménage, sa nounou ougandaise. On va en parler. Sarah Frézou qui allait voir le psy qui nous raconte comment ça s'est passé. Paga qui drague Mélanie Dedigama, ok. Et quoi d'autre Lena Situation qui, 1000 ans plus tard, décide de répondre à la polémique sur sa robe islamique lors du festival de Cannes. Inox Tag qui s'est fait bouler et mettre KO par un coach complètement timbré de TikTok.
Ok, ça a fait polémique. Le coach, ça a fini par s'excuser. Inoctag a réagi. Et Thibaut, qui vit sa best life depuis qu'il est divorcé, il a encore chopé une nouvelle meuf. Allez, tout ceci après le jingle. C'est parti. Ah oui, on parlera également de Émilie Fiorelli qui a décidé de quitter la France après ce qui est arrivé à sa fille. Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style. Oh. Alors, le divorce de Jessica et Thibaut, on n'a pas fini d'en entendre parler. Rappelez-vous, dans mon live précédent, je vous avais dit que je vous avais balancé le petit tacle que Jessica avait écrit sous forme d'emoji, ok, ou de gif, sous la vidéo de Thibaut qui démentait, qui avait fait une vidéo de démenti où il disait non, mais je n'ai pas quitté Jessica pour une autre femme, je suis un homme fidèle, je l'ai quittée, c'est parce qu'en fait, elle me saoulait, mais ça n'a rien à voir avec une fille, je vois aucune meuf, je suis juste un mec chill qui aime aller s'éclater en boîte maintenant qu'il est libre et enfin dégagé de sa prison. Très bien. Elle avait mis en commentaire un emoji de Pinocchio. Ce à quoi Thibaut avait réagi en mettant une photo sur son compte Instagram. Il avait mis Pinocchio en photo de profil. Du coup, Jessica, elle réagit, hein, donc elle le tacle encore en se filmant en train de repasser des t-shirts des princesses Disney. Calme, on sait très bien que je ne repasse pas, c'est une grosse blague, j'ai du personnel pour ça. La seule chose que je me repasse, c'est tous les profils Princesse Disney version Dubaï que mon ex-mari a décidé de tester. Et croyez-moi, la relève de Hugh Hefner est... Voilà. Donc, elle a décidé de tacler Thibaut sur son infidélité. Comment j'ai hâte de ce jubilé. J'ai pas attendu un jubilé autant que celui-là. C'est en train. Est-ce que vous sentez que la tension, elle est en train de monter? La tension du jubilé de Thibaut et Jessica, c'est en train de venir chouïa, doucement. Et puis à un moment donné, pac, ça va sortir comme un pet de diarrhée et ça va pas arrêter de couler. Et je sens que ça va être doux. Voilà. Donc, pendant que Thibaut est en train de lover avec sa nouvelle conquête, que vous pouvez voir ici, il est en train de roucouler avec une nouvelle jeunesse. Voilà. Épla, droit d'auteur. Voilà. C'est pas la seule, hein. C'est pas la seule. C'est pas le seul petit bonbon avec lequel il a décidé de se faire plaisir. Parce que Thibaut est quand même assez gourmand. On l'a vu avec différentes meufs. On l'a vu flirter avec différentes meufs depuis qu'il est séparé. Moi, j'en décompte au moins 4 minimum. C'est celle qu'on a attrapée. Hein. C'est celle qu'on a attrapée. Avec la complicité de Paga et tout le team. C'est quoi ça? Voilà. Donc, ça, on dit c'est Clémence. OK? Voilà, c'est la Tisa officielle. Mais elle a démenti qu'elle n'est pas la Tisa. Non, c'est pas moi la Tisa de Thibaut. C'est pas moi sa maîtresse. Mais en tout cas, Thibaut, il chôme pas. Voilà. On l'a chopé encore avec une nouvelle meuf. Que d'ailleurs, à la base, on avait pris pour Clémence. Hein. Mais clairement, c'est pas elle. Franchement, elle semble beaucoup plus jeune que Clémence. Donc, à voir. Cette nana-là, elle a l'air un petit peu jeune. Ok. Très jolie, hein, au demeurant. Hein, c'est une très belle femme. En tout cas, Thibaut, on ne peut pas lui retirer ça. Il a du goût. Elle a 18 ans, la meuf. Elle a 18 ans. Et on la voit en train de flirter avec Thibaut. Voilà, en soirée. C'est pas Clémence. Je tiens à le préciser.
Est-ce que je vais pouvoir mettre cette vidéo? Parce que ça m'énerve à chaque fois quand... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Elle est où? C'est ça. Oh là là, droit d'auteur. On coupe. Voilà. Vous voyez la nana là, ici là. Avec, je crois que c'est Paga derrière, non? Paga toujours dans les mauvais coups. Voici la nana en question. Elle a 18 ans. Ok. Et Thibaut derrière en train de flirter, hein, tel un charreau. Voilà. Et c'est elle. Est-ce qu'il y a la musique? Non, il y a la musique. Voilà. Donc c'est elle. C'est pas Clémence. Hein. On est d'accord, c'est pas Clémence. Ça n'a rien à voir avec Clémence. Elle est très belle. Hein. Voilà, encore une nouvelle. Bref, alors. Et donc, pendant que son ex-mari est en train de roucouler, Jessica, elle lui envoie des pics. Voilà, elle lui envoie des pics humoristiques pour le moment, mais jusqu'à quand? Pour le moment, elle Les rigole. gars, on se calme, on sait très bien que je ne repasse pas, c'est une grosse blague, j'ai du personnel pour ça. La seule chose que je me repasse, c'est tous les profils Princesse Disney version Dubaï que mon ex-mari a décidé de tester. Et croyez-moi, la relève de Hugh Hefner est assurée. Pendant que Thibaut est en train de roucouler et chercher d'autres meufs, Paga aussi, fraîchement célibataire, fraîchement divorcée, drague Mélanie Dejigama. Voilà. Elle aussi séparée du père de son enfant. Voilà. On les voit en train de lover en boîte de nuit. Paga, le petit sgeg, qui ne perd pas son temps non plus, qui profite de son nouveau célibat. Alors, je dis honnêtement, pour accepter de se faire serrer par Paga, il ne faut pas avoir beaucoup de dignité. Hein, voilà, faut aimer les asticots. Ah, bon, alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire de nouveau dans le monde des people, dans le monde des gossips? Sarah Frézou. Sarah Frézou, donc pendant que ses collègues de télé-réalité sont en train de vivre leur best life de divorcer, hein, de nous sortir un nouveau flex de maison close pour divorcer, on a Sarah Frézou qui est allée voir le psy. Ça, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo de Zapping People, ok? Donc, elle avait promis qu'elle ferait un débrief de son premier séjour, son premier rendez-vous chez sa psy. Voilà, donc elle l'a fait, elle a tenu parole, Sarah, et elle a décidé de tout nous dire. Et contre toute attente, sa psy, j'ai parlé avec ma psy et genre, elle m'a dit, d'après elle, sa psy aurait diagnostiqué à Sarah qu'elle est hyper empathique, que Sarah est une femme qui a de l'empathie et c'est pour ça qu'elle souffre autant dans la vie. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, Oups. j'ai parlé avec ma psy et genre, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, t'es quelqu'un de très antipathique déjà sur les émotions des autres. Ça veut dire que je suis une vraie éponge. Moi, quand tu vas me raconter tes problèmes ou quand je vais voir des problèmes ou quand je vais voir ce qui se passe ou que c'est quelque chose qui me peine directement, je suis une grosse merde, je vais me mettre à pleurer et vraiment, c'est comme si c'était moi en fait. Empathique, exactement. Antipathique. Et encore une gourde qui va faire un tour d'internet. Super! Exactement, je suis humaine. C'est ça que les gens n'ont pas compris, c'est qu'il faut arrêter de déshumaniser les gens qui sont passés à l'écran. Et je vous jure que quand moi, j'ai fait ma première télé, c'est là où j'ai tout compris en fait. Vraiment où j'ai tout compris, où oui, t'es dans des programmes télé, où oui, on te réveille le matin, on te dit, oh, il y a une histoire là-bas, tu veux pas venir nous tirer les verres du nez de tel candidat. C'est pour ça que des fois, vous me voyez forcer sur certains sujets. Faut savoir qu'aussi, on le fait de nous-mêmes, oui, à notre manière, mais quand toi tu te réveilles le matin, c'est pour ça que je vous ai dit, je suis pas là dans la victimisation, c'est que quand tu te réveilles le matin, t'as quand même quelqu'un qui est derrière toi pour te pousser, pour te dire, on a besoin de ça aujourd'hui. Et moi, comme vous le savez un peu tous, les productions m'aimaient bien parce que voilà, j'allais quand on me le demandait aussi. Parce que c'était prête à tout pour l'argent, ma chérie. Ça, on le sait, Sarah, on le sait depuis toujours. Donc, et au final, regardez, aujourd'hui, ça m'a Au final, les prods elles t'ont jeté après utilisation, voilà. porté préjudice, mais c'est pas grave. Alors, d'après elle, elle est en train de nous dire que si elle harcelait des gens dans les télés, c'est parce qu'elle est trop empathique.
Et en même temps, c'est aussi parce que les prods lui demandaient. Donc, Sarah change de psy. Ta psy, soit c'est toi qui mens, soit c'est elle qui ment. Comme on dit, hein, ils sortent tous avec un diplôme, mais pas avec la même note. Donc, Sarah, t'as ta psy qui t'a dit que toi, tu es empathique, change de psy. Ou c'est toi qui mens, ou c'est elle qui ment. En tout cas, il y a quelqu'un qui ment dans cette histoire. OK? Voilà. Après le passage chez la psy, bon, je suis un peu marquée par mes pleurs, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, je voulais vraiment être posée et vous parler de tout ça. Genre, en gros, comment vous expliquer déjà beaucoup de choses. Et des fois, vous savez, aller chez la psy, elle va aller vraiment chercher et fouiller en profondeur. C'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui, puisque c'était un peu les présentations et les explications. Je lui ai fait part aussi de la vidéo que j'ai fait ces derniers jours. Elle a dit à la psy ce qu'il a rangé, hein, bien sûr. Hein. Montrer vraiment. Parce que les psys se basent sur ce que tu leur dis. Si t'es pas honnête, sauf si c'est un bon psy qui capte bien les gens, il peut se faire berner assez facilement. Je pense que la psy, elle connaît pas Sarah Frézou. En plus, une psy de Dubaï qui connaît pas la télé-réalité d'ici en France. Viens voir une psychologue de France qui connaît Sarah Frézou, qui connaît le bail. À quel point je suis arrivée à saturation, vraiment. Et que psychologiquement, bah, je commençais à être fatiguée. Et en fait, aujourd'hui, le fait de l'avoir vue, d'avoir parlé avec elle, de juste avoir pu raconter énormément de choses dans ma vie, au cours de ma vie, et ben ça m'a fait du bien. Et pour moi, je le ressens comme si c'était un grand pas vers l'avenir de ouf. C'est-à-dire que vraiment, les gens, comme j'ai toujours dit, c'est jamais une honte d'aller voir un psy ou d'aller voir un professionnel, c'est son métier. Là, comme elle me l'a dit, on va apprendre à travailler ensemble sur plein de choses, plein de petites choses à modifier. Mais ça fait trop du bien. La vérité, je pensais pas, enfin, je savais que ça allait me faire du bien, mais pas à ce point-là. Je sais pas si vous arrivez à suivre le truc. Donc du coup, j'ai un autre rendez-vous. Par contre, ouais, je l'ai vu aujourd'hui. Et en fait, quand j'ai parlé avec elle, elle m'a dit, écoute, toi, pour l'instant, là, vraiment, il faut te voir genre 3 fois par semaine. Donc demain, j'ai rendez-vous. Après-demain, j'ai rendez-vous. Et après-demain, j'ai rendez-vous. Donc vraiment, c'est un vrai pas vers l'avenir. Et vraiment, je veux apprendre à gérer mes émotions et plein d'autres choses. Déjà, s'il y a bien une chose qu'elle a pu me conseiller, c'est de m'en foutre de ce que les gens disent et des commentaires. Elle m'a dit, écoute, tu t'en fous, tu fais ton taf, dans le sens où tu es influenceuse, tu montes ta vie, tu montes les trucs positifs. Elle m'a dit positif, attire le positif, partie privée, mais juste pour vous donner un truc. Genre, meuf, toi qui es derrière cet écran, si genre, comme moi, meuf ou mec, n'importe, si comme moi, tu t'arrives à cette saturation, bah, avant d'exploser comme moi, vraiment, je te conseille d'aller voir un psy, et surtout un psy avec qui. Parce que je pense que l'être humain, on est comme ça, on se dit ouais, ça va aller, je vais réussir. Mais en fait, il n'y a pas de mal à se faire aider vraiment pour le coup. Et ça fait du bien. À l'aise et qui te met à l'aise directement. Moi, c'est ce qu'elle a fait, franchement. Trop bien. Trop bien, trop gentil. Genre, c'est une psy jusqu'à qu'elle te dit je te donne mon numéro perso. Genre, si vraiment il n'y a pas de rendez-vous ou que ça va pas et que tu as besoin de me parler, tu as mon numéro perso, je te dois ça. Enfin, trop bien, vraiment. Donc voilà. En plus, j'ai eu mon papa au téléphone il y a moins d'une heure. Bon, si ça peut la rendre plus sympathique, tant mieux, hein. Tant mieux. Vous y croyez, vous, au diagnostic de la psy qui dit qu'elle est trop empathique? Non, le retour de la conseillère jusqu'au prochain gars. Si ça peut la rendre plus sympathique et l'aider à changer certaines mauvaises habitudes, ma foi, tant mieux. Son travail, déballer sa vie H24 et placer des produits frauduleux. La psychiatrie est une invention satanique. Ouais, carrément, t'abuses. Je suis du même avis que toi, Stella. Moi, quand je vois Sarah Frézou, je trouve qu'elle dégage une sale énergie. La psy, elle graille. Hein. Franchement, 3 séances dans le mois. Non, dans la semaine. Elle a dit 3 séances dans la semaine. La psy, elle va se faire des cojones en or quand même. Hein. Elle continue à déballer sa vie, tant mieux pour Mama et ouais, bien sûr, tant mieux pour ma YouTube monnaie, bien évidemment. La psy, elle voit son pactole, elle va pas lui dire ce qui va la faire. Ah oui, ce qui va faire fuir la cliente, oui, bien sûr. Après, les psys sont pas là pour t'enfoncer, hein, mais bon, ok, voilà. Alors,
de son côté, Lena Situation, vous vous rappelez, il y a quelque temps, elle avait été dans une énorme polémique créée par l'extrême droite de toutes pièces au Festival de Cannes parce qu'elle avait porté une robe longue. Et du coup, CNews et BFM TV, ils ont commencé à dire que c'était de l'entrisme, que Lena Situation était une envoyée des frères musulmans, un truc de malade. Alors que la robe, elle lui avait été offerte par les sœurs Olsen. Voilà, vous savez, les deux actrices de Hollywood, là, qui ont leur marque de vêtements. Bref. Et du coup, 1000 ans plus tard, Lena, elle décide enfin de réagir à la polémique et s'exprimer à ce sujet. Lena Situation, Ah oui. 4,8 millions d'abonnés sur Instagram. Certains dénoncent voilà, qu'en 2024, elle était en décolleté, et puis aujourd'hui au Festival de Cannes, et que maintenant, elle est habillée un peu à la mode des frères musulmans, si vous permettez l'expression. Elle joue un peu, de temps en temps, le petit côté sexy, de l'autre, le petit côté djellaba. Le petit côté sexy, le petit côté djellaba, ouais, non, ça m'est vraiment passé en travers de la gorge. Pas parce que c'était une attaque personnelle, mais c'est vraiment là une attaque sur absolument toutes les femmes. Quand je vois ça, en fait, mon cœur saigne pour toutes les femmes. Non. Toutes les femmes musulmanes en France. Sachant que pour donner un peu de contexte, je portais juste une robe ample, une robe et un foulard dans les cheveux. La première fois que vous allez à Cannes, vous portez une robe Vivienne Westwood. Voilà, je portais un petit body sexy la première fois que j'allais à Cannes. Donc vous avez les cuisses à l'air. Quelle fut ma surprise de me rendre compte que c'était pas possible sur Internet de mettre ce type de robe avec mon corps. Ok, l'année d'après, j'arrive avec une robe ample. Qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire ? Ah, quoi ? Que je suis à la mode des frères musulmans. Et là, quand j'ai vu le message, c'est vrai que j'étais à table et j'étais vraiment j'avais le cœur qui saignait. Parce que je me suis dit, mais en fait, le racisme est tellement décomplexé, l'islamophobie est tellement décomplexée qu'on va même mettre islamophobe d'une femme qui n'est même pas musulmane. Et en fait, je me dis juste, moi, je suis hyper exposée. Donc, j'ai la chance après d'avoir plein de messages d'amour, de recevoir des gens qui vont m'envoyer du love. Mais toutes les femmes musulmanes qui vivent ces micro-agressions toute la journée, elles l'ont pas. Elles vont rentrer chez elles avec leur voile où il va y avoir du crachat dessus parce que c'est ma copine qui me racontait ça quand on vivait cette histoire. Ma copine qui porte le voile, elle nous racontait ça. Et je me dis, en fait, je peux pas me taire et je peux pas faire comme si de rien n'était parce qu'en réalité, maintenant, je suis un peu anesthésiée à toute la haine en ligne. J'avoue. Vraiment? Je crois que c'est un peu malheureux et c'est pas non plus... j'ai l'impression que c'était la clé pour moi du bonheur, c'était que ça me touche plus. Et maintenant que ça me touche plus, je me dis, mais est-ce que je suis anesthésiée tellement j'ai tout vu, tout entendu. Mais j'avoue que Christine Kelly, là, m'avait surprise. Je me dis, it's a new one. La mode des frères musulmans. De toute façon, la leçon qu'on en tire de ce livre, Lena, c'est que... Voilà. Une autre qui est dans une polémique qui n'a aucun... Ouais, c'est une petite polémique, on va dire. C'est Nabila. Ok, Nabila. Rappelez-vous, il y a de ça quelques jours, quand on avait balancé qu'elle et Thomas allaient divorcer, elle avait été obligée de démentir parce que sa belle-mère commençait à flipper. Et dans sa vidéo de démenti, elle avait dit, mais Thomas, s'il ne me suit pas sur les réseaux, s'il a supprimé ses contenus sur son réseau, c'est pas parce qu'on va divorcer, c'est parce que Thomas, c'est pas un mec des réseaux, c'est un vrai homme. Et ça n'avait pas plu à certains TikTokers. Et du coup, elle a réagi. La dernière fois, quand j'ai dit que les hommes n'avaient rien à faire sur les réseaux, ça a fait un énorme débat. Toutes les filles ont dit que j'avais raison, forcément. Et tous les hommes, enfin beaucoup, se sont énervés contre moi en disant « Ouais, pourquoi tu dis ça ?» et tout. Alors, je rectifie. Donc, si c'est votre métier, évidemment, mais évidemment que vous avez votre place sur les réseaux. Je ne suis pas là pour vous chasser, pas du tout. Mais je pense que si c'est pas votre métier, si c'est pas votre travail d'être sur les réseaux, pour moi, ça me dérange qu'un mec qui soit sur les réseaux à faire des outfits of the day, à être là, à mettre des photos, etc. si c'est pas son métier. Je trouve que c'est un peu un red flag en fait. Dites-moi si je me trompe et je vais reprendre vos commentaires parce que évidemment que j'ai pas la science infuse. C'est juste mon avis, en fait, ce que je ressens en tant que femme. Si c'est pas votre métier, si vous n'êtes pas, voilà, vous n'avez pas une entreprise, vous faites pas un podcast, vous n'êtes pas Instagrammeur ou je ne sais rien, enfin tout ce qui touche en fait aux réseaux sociaux. Si c'est pas votre travail, je pense que les mecs n'ont pas à être à fond comme ça sur les réseaux. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, on en pense qu'on est d'accord avec elle, bien évidemment. On en pense que de plus en plus d'hommes princesses se font des contenus de chippie sur TikTok.
Instagram, Facebook, etc., que c'est des mecs, mais ça parle de cancan, ils sont plus affairés que nous les femmes, ça parle des culottes sales de leurs voisines, ça se mêle des mariages et des histoires de couple d'un tel ou d'un tel, en fait des contenus de gays et de femmes. Voilà. Et moi, je suis d'accord avec elle. Il y a une époque où les cancans, ça n'intéressait pas les hommes. Ils parlaient de foot, ils parlaient de comment se faire de l'argent. C'était ça les sujets de discussion des hommes. Le foot et comment se faire de l'argent. Comment mettre la daronne à l'abri. Voilà. Maintenant, ça vient parler de, oui, Justine qui a mougou avec Justin. Oui, mais est-ce que tu sais qu'une telle, elle a trompé une telle avec une... Des contenus de chipie, et c'est des grands barbus d'1,90 m, parfois même des pères de famille. Ça fait des débats sur le 50 ans. Ça embrouille avec des meufs sur Internet. Moi, j'ai grandi dans les années 90 avec des vrais bonhommes. Ils ne s'embrouillaient pas avec les meufs. Parce que pour eux, s'embrouiller avec les meufs, c'était indigne. C'était rabaissant, c'était humiliant. Parce que vrai bonhomme s'embrouille avec des hommes de sa catégorie. Vrai garçon s'embrouille avec garçon de son âge et de sa taille. Aller s'embrouiller, aller menacer, aller mettre des coups de pression à des nanas, pour eux, c'était des trucs de faibles, de mal bêta. Moi, j'ai grandi avec ce genre d'hommes, en fait. Mais je suis étonnée, la nouvelle génération d'hommes barbus 90, ils sont là, ils se canconnent, ils se chamaillent avec des meufs sur Internet. Ça parle de 50-50, ça pleurniche constamment sur leur vie. Ça parle de charge mentale, ça fait des outfits. Je comprends pas. L'homme français est devenu très efféminé. Il parle, en plus, quand ils vont sur les réseaux, c'est jamais pour quelque chose de bon. Ça vient parler de perruques, ça vient parler de maquillage. Ils parlent plus de maquillage et de perruques que nous, les femmes. C'est quoi ces hommes? À chaque fois, tu es obligé de leur rappeler à l'ordre. Mais occupe-toi de charger ton compte bancaire. Tu es là à parler de perruques, à parler de machin. Va t'occuper de ton compte bancaire. Non, mais moi, je dis ça, c'est pour faire évoluer les femmes de la communauté noire. Occupe-toi de faire évoluer ton compte bancaire, comme le ferait n'importe quel homme. Il y en a un, j'ai dû débattre avec lui sur Twitter pendant beaucoup trop longtemps. Un homme noir qui est là en train de venir bavarder avec moi en disant oui, mais comprends que nous, les hommes, on est fatigués des femmes noires qui portent des perruques. Et moi, je lui ai répondu, comprends que nous, les femmes noires, on est fatigués des hommes noirs qui sont pauvres et sans ambition. Au lieu de t'occuper de nos perruques, occupe-toi de ton compte bancaire. Toi, ta pauvreté, elle ne te dit rien, elle ne te fait pas transpirer, elle ne t'empêche pas de dormir la nuit. Non, ce sont les perruques et le maquillage qui t'empêchent de dormir la nuit. Tu es là, tu es pauvre, tu es au chômage, ça fait 10 ans. Tu as découvert le 5 du mois, tu n'as même pas de quoi payer un resto à une nana. Et tranquille, ça ne t'empêche pas de dormir. Oh, franchement, je suis archi d'accord. Même dans les familles, quand une daronne s'embrouille avec une femme, l'homme n'intervient pas et laisse les daronnes gérer entre elles. Oui, ça, c'est les hommes de l'ancien temps. Ça, c'est les hommes bourrus, les hommes voilà, élevés, qui chassaient le sanglier. Maintenant, ça n'arrive pas à changer une ampoule, mais ça vient parler de perruques. Aujourd'hui, nous sommes dans les gossips perruques 50-50, bodycount, certains sont mariés. Mais vraiment, je pense pareil, comme pour la salle de sport, si tu n'es pas dans le business, tu ne peux pas y être H24. Et puis, ils se mettent torse nu. Ils Il y en a, ils font des lives H24 à poil. Il y en a un, je ne sais pas pourquoi, et il est sur mes pour toi, parce que je vous jure devant Dieu, ce n'est pas le type de contenu que je regarde sur TikTok. Parce que sur TikTok, moi, je vais chercher de quoi rire, de quoi m'informer sur la communauté renoir et de quoi récupérer des infos, des gossips pour mes lives, ok? Il y en a un, des fois, il tombe sur mes pour toi, lui, sa photo de profil, c'est lui en train de bédant. C'est-à-dire que le gars, en fait, je ne sais pas s'il vient de ce LeBron James ou je ne sais pas quoi, c'est sa photo, c'est un homme noir, sa photo de profil qui apparaît sur mes pour toi, là, quand il fait des lives, c'est lui en Marcel avec le sgeg debout. Et ça, c'est l'enfant, le fils de quelqu'un. Quand sa mère l'a mise au monde, on lui a dit, t'as un garçon. Et elle s'est dit, Dieu merci, je suis sauvée, j'ai un fils. Il va aller travailler pour mettre la maman à l'abri. Il va être l'avenir de la famille. Il va donner son nom il va donner mon nom à ses enfants. Le mec, il est sur TikTok pour montrer son sgeg à l'air. Et ça, c'est le fils de quelqu'un, ça.
Vraiment. Eh Seigneur. Donc moi, je suis d'accord avec Nabila à 100%. Pas qu'ils n'ont pas le droit d'être sur les réseaux, ils ont le droit d'être sur les réseaux. Parce qu'au pire des cas, ils nous diront, dans ce cas-là, vous, les femmes, vous n'avez rien à faire dehors la nuit. Ils ont le droit d'être sur les réseaux. Mais c'est la façon d'y être que nous, on ne comprend pas, en fait. 2025, où sont passés les hommes, on ne sait plus. Bref, en parlant d'hommes avec un contenu bizarre, Inoxtag. Inoxtag. Alors, le Boug, il a décidé, avec d'autres streamers, ok, de refaire du contenu pour leur association humanitaire. Jusqu'ici, tout va bien. Et ils ont décidé, on ne sait pas pourquoi, d'aller chercher le coach sportif le plus problématique et le plus taré d'Internet. Un mec, son contenu, t'as peur. Il balance des roues de camion sur ses élèves. Et lui, en fait, il s'est pris un coup de pied. Comme, vous savez, ce que l'autre, là, la comédienne l'avait fait à l'enfant, là. Il s'est pris un coup de pied de l'enfer dans le thorax par ce coach. Et du coup, ça fait beaucoup parler, ça fait beaucoup polémique. Certains disent que, bah, ma foi, ils ont bien cherché. Et d'autres qui disent, ah, ça ne se fait pas de taper comme ça Inoxtag. Donc lui, il a réagi. Oh, le bruit, frère. Oh, le bruit, frère. Mais vous savez, les gars, quand j'étais au sol, là, j'ai cru que je pouvais plus respirer. J'ai cru que j'allais pas pouvoir... J'ai cru que t'étais mort. C'était sur l'estomac. Bah là, les gars, le burger, je l'ai senti. Hein. Putain, j'étais encore au sol. Oh, arrête d'avoir peur. T'as peur de quoi? oh putain, le coup, il te l'a mis. Le gars, en plus, il prend l'élan. Il prend l'élan pour aller tabasser les enfants des gens. Eh, Seigneur. Trop. Attends, je regarde. Normalement, il doit le mettre où, normalement? Oh. Tu vois la répulsive de Fortnite? La vie d'Ouam, c'est un haki des rois. Ah, il m'a atomisé, frère. Full abdo, je pense. Mais je gagnais pas, en fait, les gars. En fait, regarde, je parlais à Amine. En fait, il me l'a mis au moment où je contractais pas parce que je parlais à Amine. Là, je regarde Amine. Je me dis, il va rien se passer. Je regarde Amine. Et là, je me retourne, je comprends. Et là, bam. Là, regarde la tête, là. J'étais en mode, ah, c'est bon, c'est fini pour moi. Quand j'ai pris ça, frère, par surprise. Oh. Ah, les gars, quand j'étais au sol, je pensais vraiment que j'avais une côte pétée. Voilà. Voilà. Les garçons. Les hommes sont les créatures bizarres. Hein. Les hommes sont des créatures très bizarres. J'aimerais qu'on m'explique le. Alors, pourquoi est-ce que moi je trouve celle-là drôle? C'est parce que les garçons, Inoxtag, Amine, tout ça, là, machin, ils sont partis là-bas en toute connaissance de cause. C'est-à-dire que ce coach-là, il est connu sur les réseaux. On sait comment il travaille. On sait que c'est un fou du bus. On sait que c'est un fou du métro. Ils savent très bien c'est pas genre ils ont découvert le personnage, hein. Ils savaient que ce coach sportif, si on peut appeler ça un coach, moi j'appelle ça perso un tortionnaire. Le mec c'est Jafar. Ils connaissent son contenu. Donc quand les Inoxtag, les streamers, ils sont allés lui demander une collab, ils l'ont fait en sachant ce qui les attendait, en sachant que le mec, il allait leur balancer des roues de voiture, des roues de camion dans la tronche. Ils sont partis pour ça. Voilà. Donc, ils y vont pleinement consentants. Ils vont là-bas pour se faire hagar. Voilà, clairement. Voilà, apparemment, ils ont peut-être des délires masochistes, on ne sait pas trop. Voilà, ils n'ont peut-être pas assez de fessées dans leur enfance. Ils ont besoin d'en avoir une, on ne sait pas. Mais sachez que Inoxtag et toute cette clique, ils sont partis voir ce coach pour collaborer avec lui, faire du contenu avec lui. Ils l'ont fait en connaissance de cause. Ils n'ont pas été surpris par les événements. Non, non, ils savaient ce qu'ils allaient. Et c'est pour ça qu'ils ont collaboré avec lui. Parce qu'ils savaient que le gars, c'était un dingue et qu'il allait leur faire subir des dingueries et que ça allait faire le buzz. Donc moi, je ne peux pas plaindre un garçon qui lui-même allait chercher les problèmes. Voilà, c'est lui-même, il sait là-bas c'est danger, mais il y va. Grand garçon de son état, adulte, il va chercher un streamer justement pour son contenu. Voilà. Donc, on a plein, ils sont là, ouais, Inoxtag, le pauvre, il s'est pris un coup de pied dans le ventre, c'est pas bien de faire ça, ça se fait pas, c'est ignoble, Du coup, le coach, il a fini par s'excuser d'avoir boulé Inoxtag.
Bonjour à tous, Idi Cassio, préparateur physique, coach sportif et coach de MMA. J'ai été invité au Stream for Humanity par le biais de Baylan, que je remercie. Donc l'objectif de ma présence... Ah oui, j'ai quand même à préciser pour sa défense à ce taré, c'est un coach de MMA. Vous savez, le sport ultra violent où les gens se mettent des coups de pied, des patates dans le ventre, des patates dans la tête. Donc, il est censé préparer ses élèves à prendre des coups extrêmement violents. D'où sa folie. Voilà. Là, quand tu le vois, là, on dirait, ça se voit, c'est un fou du marché de Clignancourt. Le gars est fou. C'est écrit sur son visage. Mais c'est un coach MMA. Et le MMA, ce n'est pas un sport de médinette. Ce n'est pas un sport où tu vas cueillir des coquelicots et des pâquerettes. Tu vas te prendre des rafales de coups, tu vas te péter une côte, tu vas peut-être te perdre un œil, tu vas perdre un bras. Donc, bon, quelque part dans le contexte, on peut comprendre sa folie. Voilà. À l'événement Stream for Humanity, donc c'était de faire une séance comme je propose dans ma salle de sport sur les thématiques de la discipline, dépassement de soi et dépassement de ses limites. Je prépare des personnes qui font du MMA, des personnes qui sont susceptibles de recevoir des coups, ou j'entraîne aussi des enfants qui ont des thématiques, qui ont des problématiques avec le rapport qu'ils ont avec la douleur, le rapport qu'ils ont avec l'appréhension de se prendre des coups. Donc c'est ce que je devais réaliser là-bas comme séance, les pousser dans leur retranchement et surtout qu'ils puissent dépasser leurs limites et surtout qu'ils puissent voir cette... Il va apprendre aux gosses à encaisser les torgnoles. Non mais ce gars, non. Et il en a fait un business. Non mais c'est du génie. Hein. Le mec c'est un psychopathe qui prend plaisir à taper des gosses et il en a fait un business. Oh. Bonjour à tous, Idi Cassio, préparateur physique, coach sportif et coach de MMA. J'ai été invité au Stream for Humanity par le biais de Baylan, que je remercie. Donc l'objectif de ma présence à l'événement Stream for Humanity, donc c'était de faire une séance comme je propose dans ma salle de sport sur les thématiques de la discipline, dépassement de soi et dépassement de ses limites. Je prépare des personnes qui font du MMA, des personnes qui sont susceptibles de recevoir des coups, ou j'entraîne aussi des enfants qui ont des thématiques, qui ont des problématiques avec le rapport qu'ils ont avec la douleur, le rapport qu'ils ont avec l'appréhension de se prendre des coups. Donc c'est ce que je devais réaliser là-bas comme séance, les pousser dans leur retranchement et surtout qu'ils puissent dépasser leurs limites et surtout qu'ils puissent voir cette vision de résister à un choc ou résister à l'appréhension de prendre un coup. Maintenant, j'aimerais revenir sur le front kick que Inox il a reçu. Je tenais à m'excuser publiquement parce que c'était un acte public, mais en aucun cas je souhaitais le blesser, en aucun cas il était visé. Et encore une nouvelle fois, c'est des méthodologies qu'on peut retrouver sur les thématiques de MMA. Je voulais refléter les notions de discipline à ce moment-là et surtout le dépassement de ses limites. Donc le coup de pied par surprise, c'était justement pour voir jusqu'à quelle intensité il était capable d'encaisser un choc, même sans s'en apercevoir. Donc j'ai vu qu'il était très solide. Pour revenir par rapport à ces méthodes, moi personnellement, ça fait plus de 10 ans que j'entraîne. Je sais que mes méthodes, elles choquent, mais personnellement, je n'ai jamais blessé quelqu'un. Et toutes les personnes que j'ai pu entraîner, ils ont pu en tirer un bénéfice parce que mentalement et physiquement, tu ressors bien solide. Donc. Honnêtement, incroyable. C'est la plus belle journée que j'ai passée depuis longtemps. Donc, je tape les gens pour vivre. C'est ça. Prend un engouement inattendu sur les réseaux sociaux, donc je tenais à calmer un peu, à dédramatiser tout ça, parce qu'on était tous là pour une bonne cause, faut pas oublier. Et la bonne cause, c'est toutes les personnes qui crèvent de faim en France. Les gens en France crèvent de faim, donc lui, il va les faire crever tout court. Ils vont se faire péter la côte pour la bonne cause. Eh non, sérieux, les hommes sont fous, les hommes sont fous. Génocide au Congo et ainsi récolter des dons pour la Palestine. Donc restons concentrés. Je pense que Inox il va super bien. Je m'étais rassuré à la fin de la séance sur son état. Il m'avait rassuré que encore heureux. Ça allait très bien. Donc je m'excuse auprès de tout le monde, mais sinon le goût de l'effort continue et continuera toujours. Zonguissa. Regarde comment ses lèvres sont roses. On sent vraiment le sadisme. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Le gars est fou. Bref, ça c'est le problème des hommes là-bas. Voilà, les hommes ils sont bizarres et qui restent dans leur bizarreté. Ils aiment souffrir, ils aiment en chier. C'est leur problème, c'est leur problème. Alors l'affaire de Inox Tag, on va laisser ça et maintenant on va passer à une autre qui aime taper les gens pour vivre, mais d'une autre manière. Elle tape avec la justice. C'est Emma Cakeup. Emma Cakeup, elle a réussi à envoyer, non, on va dire plutôt à prolonger
le séjour en prison de sa rivale Lise. Rappelez-vous, Emma, elle a été fiancée elle était en couple pendant des années avec Just Pyramid, qui a fini par la larguer, la tromper et la larguer en prison. Elle a rencontré en prison une meuf djihadiste convertie. Et ben, elle a fini même par épouser Lise. OK? Et Emma, elle avait juré vengeance à Lise. Elle avait dit, toi, je vais te faire la misère. Tu m'as volé mon mari-femme, je vais te faire la misère. OK? Donc, c'est comme ça qu'elle a appelé Gérard Darmanin. Et Darmanin a dit, t'inquiète pas, Emma, je gère, je m'occupe de tout. Tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. Et c'est comme ça que maintenant, on vient d'apprendre, ça vient de tomber, que la justice a condamné Lise, la rivale de Emma Kekup, à 15 mois supplémentaires de prison pour détention de téléphone en prison, parce que c'est interdit de détenir un téléphone en prison, mais tous les prisonniers ont un téléphone, OK? Et donc, du coup, elle a été condamnée. Et comment j'ai su ça? C'est par Jérém Star. Je suis tombée sur un de ses TikTok où il balance que sa copine a réussi à faire condamner sa rivale. Purin, mais t'as vu le bordel que tu fous là-bas à Carquefou? Bon, donc du coup, non, j'étais pas au courant, je comprenais pas pourquoi ce matin les gens me disaient, est-ce que t'as vu, nanana. Donc voilà, bah écoutez, Purin Paris arrive en Thaïlande là dans quelques jours. Ce sera l'occasion pour elle de rebondir à ce sujet. Mais alors elle m'en a pas parlé, je pense qu'elle-même n'est pas au courant. L'article vient de sortir là dans le Parisien. Oh, eh ben sacré Purin, hein. Punaise. Écoutez, du fin fond de la Thaïlande, j'avais pas eu connaissance de cette information. Purin Paris ne m'a absolument pas tenu au courant. Oh là là. Purin, mais t'as vu le bordel que tu fous là-bas à Carquefou? Alors. Je vous avais dit que Emma, elle est très dangereuse. Voilà. Tu veux ta whitey? Voici c'est quoi être avec une whitey. Elles sont comme leurs hommes, extrêmement hargneuses, OK? J'ai voulu voir si Just Pyramid avait réagi. Elle n'a toujours pas réagi. Parce que elle s'est mariée avec Lise. Donc, honnêtement, qu'elle reste 15 mois, dans tous les cas, elle a le droit de visite conjugale. Donc, maintenant, ça ne sert plus à rien. Tu peux prolonger son séjour et pourra toujours voir son mari-femme. Donc, quelque part, c'est un petit peu nul et non avenu. Et ça ne sert à rien. Voilà, mais bon, voilà, elle a eu sa petite vendetta, elle est contente et machin. Mais sache que visite conjugale, Emma, visite conjugale. Elles sont mariées, c'est trop tard. Voilà. Donc, du coup, maintenant, on va laisser Emma qui s'est vengée de sa rivale. Et on va passer à une autre influenceuse que je ne connaissais pas, que j'ai découvert avec la polémique. C'est elle, Youssouk. Il y a plein de souks chez les influenceuses maghrébines, c'est un truc de fou. Toutes les souks, elles deviennent influenceuses, c'est comment? Donc, elle est accusée d'esclavage envers sa nounou qui est ougandaise. Et voici sa réponse. Pourquoi les Français, quand on leur dit qu'on a une nanny, ils sont choqués, ils disent qu'on fait de l'esclavage? Pendant que je me démaquille, ça va être notre sujet du jour. Donc pour certaines personnes, être une nanny, c'est être esclave. C'est une dinguerie de dire des trucs comme ça. Je sais que c'est pas dans notre culture, que ça peut choquer, mais ici, c'est tout à fait normal. Je vais parler de mon cas, j'ai une nanny, ça fait bientôt 3 ans. Donc c'est la seule que j'ai eue et ça a été le coup de cœur. Donc elle est vraiment rentrée dans mon cœur et elle fait partie de la famille. Elle vient du Ouganda, elle a des enfants mais ils sont au Ouganda du coup et c'est sa mère qui s'en occupe. Et elle est venue ici pour travailler. Qui dit travail dit gagner de l'argent, subvenir aux besoins de ses enfants, payer leurs études pour qu'ils puissent étudier. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas de sous-métier. Moi, par exemple, je paye ma nanny 3000 dirhams, ça fait 700 € je crois. Et c'est un très bon salaire, sachant qu'elle est nourrie, logée, blanchie. Elle ne sort aucun argent. Tout l'argent qu'elle gagne, elle l'envoie au Ouganda. Et je peux vous dire que 700 € là-bas, c'est juste énorme. Donc arrêtez de parler d'esclavage alors que ces gens-là, ils vivent très très bien. Ils sont très très bien payés et ils peuvent subvenir aux besoins. 700 € très bien payés. MDR. De leurs on est en dessous du SMIC. Hein. Enfants. Pareil pour quand... C'est 700 € par mois ou 700 € par semaine? J'aimerais comprendre, qu'on m'explique.
faire mes courses. Un jour, j'ai snappé parce que vous savez, quand vous allez faire vos courses ici, il y a quelqu'un qui range vos courses dans le sac, genre. Les gens, ils sont choqués. Mais pourquoi il range ses courses? Tu ne veux pas le faire toi-même? Et c'est de l'esclavage, et t'as pas honte, et nanani. Et Dubaï, c'est le pays, enfin, c'est la vie de l'esclavage, nanani, nanani. C'est ces mêmes gens-là qui se plaignent qu'il n'y a plus de travail parce que tout est remplacé par des robots. C'est sûr que ces gens-là, ils sont tellement heureux et tellement reconnaissants de travailler, de pouvoir envoyer de l'argent au pays. Et comme je vous ai dit encore une fois, il n'y a pas de sous-métier. Et ce qui me fait rire, c'est que c'est ces mêmes gens-là... Surtout quand c'est pas toi qui pratiques le sous-métier en question. Quand ils partent en vacances, par exemple, au Maroc, parce que vous savez, en général, au Maroc, quand vous voulez une maison, il y a la cuisinière, il y a la femme de ménage. Alors vous êtes vraiment content et vous criez pas l'esclave. Quand je vois ces personnes-là critiquer qu'on a des nannies, que c'est une honte, alors que je suis sûre que si, ils en auraient eu. Alors, si la nounou, elle est nourrie, logée et blanchie, c'est parce que la loi t'y oblige, ma chérie. Tu n'as pas le choix que de la nourrir, la loger et la blanchir. Parce qu'à Dubaï, tu n'as pas le droit de les maltraiter. Sinon, tu vas en prison. Déjà de 1. Donc, si tu la nourris, la loges et la blanchis, c'est parce que tu n'as pas envie d'aller en prison. 700 €, c'est un salaire qui est dérisoire. J'aimerais qu'on m'explique, c'est par mois ou par semaine? 700 € par mois. Et là, elle dit qu'elle est bien payée. Elle, en tant qu'influenceuse, c'est quoi son salaire? Regardez les sacs de luxe qu'elle a derrière elle, là. 700 €, c'est quoi? C'est le lance-pierre. Ce n'est pas parce que 700 € c'est beaucoup en Ouganda que pour autant, ce n'est pas de l'exploitation humaine. Ça veut de la main-d'œuvre à moitié gratuite. Et moi, j'aimerais poser une question aux femmes maghrébines et arbres. Je m'étonne d'un truc. Et même les blanches, hein. Pourquoi vous prenez jamais des femmes de ménage, des nounous maghrébines comme vous? Ou qui viennent des pays du Golfe? Je suis sûre qu'il doit en avoir plein. Des femmes maghrébines, marocaines, algériennes, tunisiennes, saoudiennes, qui sont pauvres et qui n'ont pas de travail. J'aimerais comprendre pourquoi toutes les femmes maghrébines et blanches adorent avoir une nounou qui est noire. Je sais pas, qu'est-ce que ça évoque en vous? Je ne comprends pas. Elles vont chercher leur nounou là-bas en Afrique, en Ouganda, au machin, alors qu'il y a plein de femmes pauvres dans leur propre pays. Embauchez-les. C'est quoi ce besoin? D'où vient ce besoin d'avoir une nounou racisée? J'aimerais comprendre. Non, ça me surprend. Ça me surprend. Je ne comprends pas trop. Ça me dépasse. D'où ça vient, ce truc? Peut-être qu'il y a une explication. Peut-être il y a un héritage, culturel, je ne sais pas. J'aimerais qu'on m'explique. Alors, on va laisser cette affaire-là. Chacun pourra dire ce qu'il en pense sur la barre de commentaires. OK? Et on va passer à quoi? Quel affairage? On va passer à l'affaire de Love is Blind. On pensait que les affairages sur cette émission étaient finis, que toutes les interviews avaient été faites et qu'on en avait fini avec tous ces clochards. Apparemment, Alice, elle a décidé de relancer la machine. C'est une Asiatique qui s'est mise avec Jonathan. Donc, de ce que j'ai compris, et je rappelle encore une fois que je n'ai pas regardé l'émission. Donc, si je commets des erreurs, c'est normal. Je n'ai pas regardé l'émission. Ce que je vous dis, ce sont les informations que j'ai cru comprendre en recoupant et en faisant des recherches. Donc, ce Jonathan-là, au début, il était avec Cynthia, la Renoir, ok? Celle qui était dans la sorcellerie. Voilà. Donc, apparemment, Cynthia, d'après de ce que j'ai pu voir dans les commentaires, elle lui aurait pas fait la misère, mais les gens disent que Cynthia s'est pas bien comportée avec lui, qu'elle était un petit peu dure avec ce Jonathan-là. Et d'aucuns disent que Cynthia avait essayé de prévenir les gens que ce Jonathan, c'est un faux gentil. Et c'est la raison pour laquelle son comportement avec lui avait switché et que les gens ont commencé à dire qu'elle était méchante. Qu'elle était, vous savez, le fameux cliché de la femme noire agressive. Donc, beaucoup, c'était un petit peu, surtout les Noirs, rangés du côté de Jonathan et mis contre Cynthia. OK? Très bien. Jusqu'ici, tout va bien. Lui, il a choisi l'asiatique. Et je me rappelle même que les femmes asiatiques se moquaient des femmes noires à travers
ce buzz en disant que Jonathan a choisi la douceur asiatique parce que les femmes noires, elles sont agressives. Moi, ça, c'est un extrait de l'émission, de la fin de l'émission, du débriefing que j'avais vu sur les réseaux sociaux. Je voyais les femmes asiatiques en commentaire qui flexaient, qui se la racontaient. Non, mais il faut le comprendre, Jonathan. L'agressivité, tout ça, il a choisi la douceur asiatique. Elle se la racontait toute. OK? Les Noirs, ils fustigeaient Cynthia. Et les femmes asiatiques, apparemment, elles aussi, je viens de découvrir, se sentent en compétition avec la femme noire. Elles dénigraient les femmes noires avec des commentaires acerbes, passifs-agressifs, comme le font certaines femmes blanches d'extrême droite. OK? Voilà. J'ai compris que même les Asiatiques, apparemment, elles ont un problème avec nous. Je ne sais pas, je n'étais pas au courant, etc. Moi, j'ai seulement ri. J'ai dit, on en reparlera. Je n'ai pas lâché de commentaires. Hein. J'ai juste dit, dans ma tête, je me suis dit, on va en reparler dans pas longtemps. On va voir qui est qui. Ça n'a pas traîné. La douceur asiatique a fini par se rendre compte que lui, là, c'est un pervers narcissique. Un manipulateur qui lui a fait la misère. Elle a fini par se rendre compte que finalement, Cynthia n'avait pas complètement tort. Dieu a rendu justice à ma sœur Cynthia. Si tu passes par là, ma chérie, bois ton thé et porte ta couronne. Vous avez traité de Cynthia apparemment de femme agressive. Que lui, c'est la pauvre victime qui se fait encore embêter par la méchante noire. Parce que c'est bien connu que toutes les femmes noires sont agressives et toujours pour rien. Bien. Maintenant, la vérité est en train de sortir. La douceur asiatique s'est faite hagard comme pas possible par ce mec, par la victime de la méchante femme noire agressive. Elle a balancé sur son Instagram toutes les dingueries qu'il lui disait quand ils étaient en couple. Maintenant, ils sont séparés. Alors, c'est qui était fou? Finalement, Cynthia, vous lui devez des excuses. Parce que si Cynthia, elle est devenue méchante avec lui, c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être parce qu'elle a vu des choses. Et que comme nous, les femmes noires, on n'aime pas les foutaises. Et on n'aime pas se laisser marcher dessus pour la plupart d'entre nous. Pas toutes, hein. Il y a des femmes noires qui sont des faibles. Hein. Mais la plupart d'entre nous, on n'aime pas foutaise. Et on n'aime pas se faire marcher dessus par des tocards. On réagit très mal à la foutaise. Voilà. Donc, les caméras ont présenté Cynthia comme la méchante noire, parce qu'il fallait encore une fois dénigrer l'image de la femme noire à l'écran, ok? Montrer qu'elle est problématique, qu'elle est agressive, qu'elle est méchante, qu'elle est sauvage, à côté de la douceur asiatique qui est tellement compréhensive, à côté de ce si gentil Jonathan qui n'a pas mérité de se faire embêter par une ogresse africaine. Voilà. Eh bien, quelle ironie du sport. Quelle ironie du sport. Ah, c'est drôle. Non, moi, je ris à gorge déployée. J'ai ri beaucoup. Donc, la douceur asiatique a dit qu'elle a connu et vécu une misère pas possible avec ce gars-là. Voilà. Et on va lire ça ensemble. On va lire ça ensemble. Elle a posté ça sur son compte Instagram. Hein. Elle a expliqué comment elle a vécu l'enfer avec ce mec. OK? Voilà. Ce n'est pas qu'une rupture, c'est une prise de conscience. À la suite de mon expérience, vous allez comprendre maintenant que des fois, la femme noire, là, elle ne crie pas pour rien. Voilà. Elle voit des choses que vous ne voyez pas ou elle subit des choses que des micro-agressions. Vous savez, souvent, la tragédie de la femme noire, c'est qu'on va juger sa réaction, mais on ne va jamais chercher à comprendre ce qui l'a fait réagir. Vous voyez? Parce qu'il faut absolument la dénigrer. Ce n'est pas qu'une rupture, c'est une prise de conscience. À la suite de mon expérience dans Pour le meilleur et aveugle, Love is Blind, j'ai décidé de mettre fin à ma relation débutée fin décembre 2024. C'est la fin d'une histoire où j'ai ressenti des formes de manipulation psychologique, un sentiment de peur, du contrôle, de la perte de confiance. Je pensais avoir trouvé quelqu'un de gentil, drôle et attentionné. Déjà, quand tu vois la tronche du bout, tu vois que le mec,
C'est un trauma sur pattes. Ça se voit. Ça se lit sur son visage. Voilà. Méfiez-vous des mecs qui disent qu'ils sont gentils ou des mecs qui surjouent la gentillesse. Ce sont souvent des gros tarés, pervers narcissiques, manipulateurs et des boulets. Aujourd'hui, avec le recul, je réalise que certaines choses que j'ai crues n'étaient que des illusions. Ah, tu m'étonnes, la douceur asiatique. Mieux vaut tard que jamais. Donc là, elle balance toutes les choses qui lui balançaient au visage. Hein. Derrière les beaux discours, certaines phrases et attitudes m'ont marqué. Les fameuses micro-agressions que Cynthia a dû subir, mais elle ne s'est pas laissée faire, elle. Tu m'infériorises. Donc là, elle balance tout ce que Jonathan lui balançait. Hein. Tu m'infériorises. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Ferme ta sinon je vais devenir méchant. Je vais détruire ta réputation auprès des candidats. Tu n'auras plus d'amis. C'est plein de douceur, ça. Ça respire la gentillesse. C'est plein de bienveillance, tout ça. Ne t'étonne pas d'être cocu. La menace à l'infidélité, très bien utilisée par les hommes manipulateurs et pervers narcissiques. Et surtout les hommes cocufieurs, les infidèles chroniques. S'il te trompe, c'est de ta faute. Ne t'étonne pas d'être une femme seule, sans enfant à 36 ans. Oui, la menace au célibat. La menace au chat. Oui, si tu ne me supportes pas, si tu n'acceptes pas tous les traumatismes que je vais te faire subir, attention, tu vas finir seule avec des chats. Avant, c'était 25 ans. Maintenant, ils sont montés à 36. Oui, parce que l'âge à laquelle la femme n'a plus peur d'être seule ne fait qu'augmenter. Donc, ils sont obligés d'augmenter également aussi l'âge de la solitude. Avant, c'était 18 ans. Après, c'était 25. Maintenant, c'est 36. Dans 10 ans, ce sera dans 60 ans, tu seras seule. Sachez que les hommes ont plus peur du célibat que les femmes. Je répète, les hommes ont plus peur de finir seuls que les femmes. Raison pour laquelle ils ont usé et abusé de la terreur pour pousser et obliger les femmes à se marier afin que eux ne finissent pas seuls parce que ça les terrifie, afin que eux puissent avoir un trou à fourrer de temps en temps. Les hommes supportent moins le célibat que la femme. Voilà. Mais comme ils ne veulent pas l'avouer, ils ont préféré terrifier les femmes sur des générations afin que eux puissent avoir une ménagère à la maison, une femme de ménage, une nounou, une mère porteuse et un trou à fourrer. Et de la compagnie. Tu seras une mauvaise mère. Tant de bienveillance m'émeut. Ça m'émeut, tant de bienveillance. Je vais en toute ta famille. À propos des femmes, entre guillemets, toutes des PUTE, sauf ma mère. L'homme bienveillant. Tu es un monstre. Tu es la plus méchante. Oui, l'inversion accusatoire. Le même Jonathan qui disait à Cynthia, j'espère que tu as réglé tes traumas parce que je ne veux pas de femmes qui ont des traumas. Alors que le trauma, c'est lui. Le fameux « mon ex est folle », alors que c'est lui qui a rendu folle toutes ses ex. Si toutes tes ex sont folles, mon ami, moi, je vois qu'un seul dénominateur commun, c'est toi. Je dénigre Cynthia et une fille fréquentée juste après Cynthia pour te faire plaisir, car je sais que tu es jalouse. Cette phrase est très intéressante. Là, il avoue qu'il dénigrait une femme noire pour calmer la jalousie d'une femme asiatique. Alors, je répète, dans cette phrase, il est en train de balancer une chose intéressante. Que lui, homme métis ou noir, ou je ne sais pas ce qu'il est, antillais ou quoi, il dénigrait une femme noire publiquement pour calmer les insécurités de sa copine asiatique qu'elle ressentait envers une femme noire. Cela ne vous rappelle rien, les filles? Dommage, j'ai pas le même de Booba. Tiens. Comme c'est bizarre. J'ai comme un sentiment de déjà-vu.
Ça me rappelle quelque chose. Sommes-nous en face d'un tabou que les hommes noirs en couple mixte ne veulent jamais et n'avoueront jamais? Tous ceux qui dénigrent les femmes noires sur les réseaux sociaux ou dans la rue, ou qui les regardent de travers, ou qui les insultent, lorsque nous, les femmes renois, on disait que la plupart des hommes en couple mixte qui font ça, c'est pour calmer les insécurités de leurs copines étrangères. Parce qu'elles sont jalouses de la femme noire, se sentent en insécurité face à la femme noire. Et donc, pour les rassurer, et certains même, ils ne l'avoueront pas, ou à demi-mot, est-ce que vous savez que les hommes noirs, certains, ils ont avoué que pour pouvoir serrer une femme blanche, maghrébine, etc., ils descendaient la femme noire devant elle. Parce que sans ça, ils ne pouvaient pas serrer une blanche, une maghrébine, etc. Qu'ils se devaient de traîner dans la boue la femme noire pour pouvoir avoir une seule chance de séduire la femme blanche maghrébine qu'ils sont en train de draguer. Alors moi, ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que leurs copines ont besoin que leur homme noir dénigre la femme noire pour se sentir bien? Et là, on en vient à, vous savez, cette fameuse inversion accusatoire que les femmes noires subissent depuis des années, à cause notamment des hommes noirs qui véhiculent ce mensonge, qui disent que c'est la femme noire qui est jalouse de la femme maghrébine et blanche. C'est étrange, hein? C'est nous qui sommes jalouses. Et pourtant, c'est elles qui ont besoin que leurs hommes noirs dénigrent les femmes de chez eux pour qu'elles se sentent à l'aise, rassurées dans leurs insécurités et les acceptent dans leur lit. Mais à part ça, c'est nous qui sommes jalouses. C'est très étrange et très significatif ce qu'il vient de dire là comme phrase. Je savais que les maghrébines et les asiatiques et les blanches étaient dans ça, mais je ne savais pas que les asiatiques aussi étaient dans ça. Je ne pensais pas qu'on avait un problème avec les femmes asiatiques. Apparemment, il faut croire que c'est toutes les femmes à la peau blanche qui ont un problème avec nous. Tu me prends pour ton clébard? Tu me pètes? Casse les... Faut que tu ailles voir un psychiatre. Oui, la fameuse inversion accusatoire. C'est sa copine qui doit aller voir un psy, alors que le fou, c'est lui. Voilà. Et comme les hommes ne vont pas voir les psys, ce sont les femmes qui se retrouvent à se remettre en question et à aller prendre rendez-vous. Alors que dans la plupart des cas, dans le couple, c'est l'homme qui a besoin d'aller voir un psy. Toi, tu rentres dans une relation, en tant que femme, tu es saine d'esprit, bien dans tes baskets, bien dans ta vie, bien dans ta peau. Tu rentres dans une relation avec un mec qui doit aller voir un psy, mais qui ne le fait pas. Et du coup, il t'entraîne. Il t'entraîne dans sa folie. Il te rend folle, en somme. Pour après te dire, tu es folle, tu as besoin d'un psy. Alors que le fou, c'est lui. OK? Voilà. Bon, c'est comme on dit souvent, hein, wait and see. Nous, les femmes noires, on ne parle pas trop. Wait and see. Ce ne sont pas de simples disputes, mais ce sont des micro-agressions. Clairement, ce n'est pas une dispute, ça. Ça, c'est de la méchanceté pure. C'est de la méchanceté et de la haine à l'état pur. Et Jonathan aime les hommes. Je vous le dis clairement, Jonathan aime les hommes. Voilà. Ce ne sont pas des simples disputes, ce sont des phrases qui m'ont déstabilisé. Jonathan déteste les femmes, je vous le dis clairement. Alors, est-ce que Jonathan a été victime d'abus de la part d'une femme étant petit, quand il était mineur? C'est possible. Mais une chose est sûre, Jonathan, comme ce que j'ai vu, hein, la quasi-totalité des mecs dans Love is Blind ont des traumas non digérés et détestent les femmes. Ça isole, ça fait culpabiliser, ça t'use mentalement jusqu'à te faire douter de toi. Je ne suis pas partie tout de suite parce qu'à chaque fois, il s'excusait, bien sûr. Parce qu'après les crises, il redevenait doux, me disait qu'il allait faire un effort, qu'il m'aimait et même il t'offrait des fleurs, j'imagine.
et qu'il ferait tout pour nous. Et à ce moment-là, oui, souffler le chaud et le froid. Voilà. Et à ce moment-là, on veut y croire. On se dit que la version du début va revenir, que c'est juste une phase difficile liée à ses vulnérabilités. Mais c'est comme ça qu'on s'enferme entre les promesses et les culpabilisations liées à son mal-être. On finit par douter de ce qu'on ressent. C'est le but, hein, de brouiller les pistes et de te rendre dingue, c'est le but, de te faire douter de toi-même. Voilà. Quand je réagissais aux mots blessants, la réponse était toujours la même. Je ne le pensais pas vraiment, c'est ma façon de parler. Voyons, tu te fais des idées. Tu es trop susceptible, ma chérie. Comment peut-on répéter ces paroles sans mesurer leur impact sur la personne qu'on dit aimer ou passer l'empathie revendiquée? Alors, sache que les hommes qui font ça mesurent parfaitement l'impact de leurs mots. C'est justement le but recherché, de te détruire pièce par pièce afin que tu perdes toute estime de toi-même. Parce que ce sont des gouffres sans fond de mal-être, ces hommes-là. OK? Voilà. Ils aimeraient que tout le monde se sente aussi mal qu'eux-mêmes. Ce sont des mecs qui ont une revanche à prendre sur la vie. Et souvent, de ce que j'ai constaté, les mecs de Love is Blind, ce sont des mecs moches qui se sont retrouvés avec des avions de chasse. Alice, elle est très belle. Cynthia est une bombe. Que des meufs hyper belles mis à côté d'incels random, moches, ayant une revanche à prendre sur la vie. Aujourd'hui, je comprends que j'ai confondu intensité et sincérité. C'est encore la preuve que la femme regarde moins le physique que les hommes. Ce que j'ai appris, poser des limites, écouter mes signaux d'alerte, faire confiance à ce que je ressens. J'espère qu'au passage, tu as également appris à arrêter d'être jalouse envers la femme noire. Si tu te reconnais dans ce genre de relation où tu te sens manipulé, isolé, où tu doutes de ta perception des faits, parlez-en. Même si on t'a fait croire que tu n'en avais pas le droit, souvent, pour mieux t'isoler. C'est un schéma qui peut se répéter. Il y a cette image du gars sincère qui cherche le vrai amour. Oui, tu t'es tellement cru meilleur que la femme noire. Bah oui, tu pensais qu'à toi, il n'allait pas le faire. Ah bah voilà. Du mec blessé touchant jusqu'à ce que certaines attitudes en privé révèlent une toute autre réalité. Les colères impulsives, des paroles rabaissantes ou un manque de respect qui constate avec l'image publique. T'as cru qu'il allait être différent avec toi parce que tu avais la peau blanche? Bienvenue dans le monde des femmes noires, ma chérie. Prends une chaise, assieds-toi et fais la queue. Si nous, les femmes noires, on est devenues aussi solides et aussi dures et intransigeantes avec nos hommes, c'est pas pour rien. Arrêtez de venir jouer les sauveuses et vous mettre en compétition avec nous. Nous, on connaît nos hommes. Si on est comme ça avec eux, c'est pas pour rien. Et vous croyez, la plupart des femmes en couple mixte, elles croient elles sont différentes, qu'elles vont réussir à les changer. Voilà. Et c'est ce que souvent les hommes noirs leur font croire, qu'avec elles, c'est différent. Jusqu'à ce que ça leur cale au cou. Regardez Dacruz. Regardez l'exemple de Mélanie Dacruz. OK. Mon intention est de prévenir parce que c'est dynamique, il faut apprendre à les reconnaître et à en parler et à se protéger soi et les autres. Il faut arrêter de romantiser la toxicité au nom de la passion. Il faut se donner le droit de partir sans culpabilité, même quand l'autre se dit fragile. Ah, vraiment. Je me suis aussi rendu compte d'incohérence, de décalage entre les promesses et la réalité. Ce qu'il appelait son seul mensonge, m'avoir dit avoir eu X relations, alors qu'en réalité, c'était autour de XXX, m'a troublé. Ce n'est pas le body count, hein. Ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question d'honnêteté. Pour moi, ça montrait surtout un rapport compulsif à la séduction, un besoin constant de plaire et d'être validé. Ce qu'il m'a semblé, sûrement, c'était un gars qui se prenait des râteaux étant jeune et peut-être un ancien gros. Voilà.
Il a une revanche à prendre sur la vie, il est dans la boulimie. Ce qui m'a semblé paradoxal, celui qui critiquait les applis comme trop superficielles, ce qui disait que les autres participants étaient intéressés et pas prêts pour le vrai amour. Oui, parce que lui, il est différent, lui. Pourtant, certaines de ses attitudes m'ont donné l'impression que reflétaient des dynamiques similaires à celles que cette personne critiquait. C'est que son ex avait dit la même chose. Hein. L'ex de Jonathan avait dit la même chose. Il critique les meufs de télé alors que lui, il fait de la télé. Les manipulations psychologiques sont invisibles, mais elles existent. Elles brisent émotionnellement et épuisent. L'amour, le vrai, ne fait pas douter de ta valeur. Assez du « ce n'est pas si grave ». Si tu poses des questions sur ta relation, réfère-toi au au violentomètre, un outil simple pour reconnaître les signaux des violences psychologiques. Ok, voilà. Ah, ma pauvre Cynthia. Ah non, plutôt ma pauvre Alice. Force à toi. Ok? Force à toi. Courage. Et j'arrive même pas à comprendre comment des nanas, elles ont pu se faire avoir par cette tronche. Le mec, ça se lit sur son visage que c'est un bâtard et un petit con. Mais bon, que voulez-vous? La femme et son côté infirmière. Voilà. Ok? Bon. Il était bizarre. Et le mec de Chloé aussi, pas net. Apparemment, ils le sont tous. Hein. Moi, depuis que je parle de l'affaire de Love is Blind, là, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein. Tous les mecs, ils avaient des pètes au casque. Ils veulent te détruire pour être minables comme eux. Cette émission est un concentré de mal-être. Ouais. Vous avez oublié Charles, le petit lutin, avec l'autre asiate, une bombe elle aussi. Mais eux tous, c'est leur nom qui m'échappe, mais eux tous, on dirait qu'ils ont été castés pour ça. Ils ont casté tous les incels qu'ils ont pu trouver. Comment ça, la haine, quand les autres hommes te traitent comme une reine, quand ils aiment la femme noire, ils te donnent tout. Bien sûr. Pour moi, ils ont casté que des... Ouais, bon, ils ont casté que des incels, hein, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est ceux qui aiment se mixer, qui sont jaloux, surtout quand ils voient un couple de Black Love. Alors moi, je peux en témoigner. Hein. Je peux en témoigner. Les hommes dans les relations mixtes, la jalousie qu'ils ont envers les couples renois, je peux en témoigner. Hein. Je pourrais en faire un livre. Allez, mes chéris, c'est tout pour moi. Ce live-là sera en version censurée. Non, pas censurée, sera en version intégrale pour les membres platine et les membres YouTube. Les membres platine, vous recevrez le lien là par email, hein, ne bougez pas. Et je rappelle que dans ma newsletter qui va bientôt sortir en décembre, qu'on appelle BCS Universe, vous aurez tous les contenus des live gossip et autres, et les morning live en version intégrale et non censurée qui seront disponibles dans ma newsletter, et du contenu également inédit. Vous aurez du contenu en rapport avec les anciennes enquêtes que j'ai pu faire sur les vérités cachées, les théories du complot, voilà, comme le clonage, la Terre plate, les voyages sur la Lune, le Covid. Vous aurez ce contenu-là en supplément. Vous aurez également davantage de podcasts sur des sujets en rapport avec la communauté noire, les problématiques par rapport à la communauté noire, les problématiques relations hommes-femmes, et également les lives où on parlera de sexualité. Okay, on fera plus de podcasts sur ces thèmes-là, sexualité, problématiques de la communauté noire et relations hommes-femmes. Les sujets qu'on n'aura pas traités ici sur YouTube, on les traitera sur mon podcast BCS, sur ma newsletter BCS Universe. Et un contenu inédit, vous aurez des podcasts, mère et fils, moi et mon fils. Ok, on va traiter de tout ce qui concerne l'éducation, ma relation avec mon fils, nos petits tracas quotidiens, etc. Vous allez un petit peu plus rentrer dans notre univers. Donc voilà, le BCS Universe, ce sera moins 20% pendant un an pour les premiers inscrits. C'est mon cadeau de Noël. Voilà, c'est mon cadeau, c'est moi qui offre. Et les membres platine, ça va être supprimé et ça va être remplacé par le BCS Universe. Ceux qui ont déjà un abonnement platine, vous n'aurez rien à payer en supplément. Vous êtes d'ores et déjà inscrits et vous aurez accès au contenu de ma newsletter, ok? Parce que vous avez déjà des prélèvements via PayPal. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Et prenez soin de vos enfants surtout.